Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Au menu de ce rendez-vous, Casimir Soussou, maire de la commune d'Aplaroué, a été révoqué de ses fonctions. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 16 mai. D'autres dossiers importants sont aussi à retenir. Nous y reviendrons. Des nouvelles du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Le rapport général a été transmis à la Commission nationale de supervision par le comité technique de pilotage. Et puis en interactualité, ce jeudi, les Burundais se prononcent depuis ce matin par référendum pour une révision constitutionnelle qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Jeudi 17 mai 2018, le jeûne musulman démarre pour prendre fin le 14 juin. Ceci fait suite à l'observation de premiers croissants visibles après la nouvelle lune. Notons que le jeûne du Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Ce mois de Ramadan est ainsi le mois saint par excellence pour les musulmans qui doivent observer certaines restrictions. Mais aussi, c'est le mois de la charité. Compte rendu de l'audit technique, financier et juridique du chantier de l'Assemblée nationale, révocation du maire d'Aplaroué, d'importants dossiers ont été abordés au cours du Conseil des ministres de ce 16 mai. Je vous propose un extrait du compte rendu lu par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Joseph Fifa-Menchobrenou. Plusieurs dossiers ont été approuvés au titre des mesures normatives. D'abord, les modalités d'application en République du Bénin des règlements relatifs à la gestion des intrants agricoles dans l'espace CEDEAO-UEMOA. Les règlements de la CEDEAO et de l'UEMOA sur la gestion des intrants agricoles définissent un cadre juridique harmonisé que chaque État membre doit transposer dans son arsenal juridique par des tests d'application en fonction de son cadre institutionnel et de ses spécificités. C'est pourquoi le Conseil a adopté les décrets, premièrement, fixant les modalités de gestion et de contrôle de qualité des engrais en République du Bénin. Deuxièmement, portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national d'agrément et de contrôle de qualité des engrais en République du Bénin. Troisièmement, portant application des règlements communautaires sur l'homologation des pesticides en République du Bénin. Quatrièmement, portant création, mission, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de gestion des pesticides. Ensuite, l'abrogation du décret numéro 2016-052 du 10 mars 2016 portant autorisation d'occupation d'une portion du domaine public pour l'expansion des activités de la société Les Bayoles. Le 10 mars 2016, le gouvernement avait pris le décret 2016-052 autorisant la société Les Bayoles à occuper à titre onéreux une portion du domaine public d'environ 7100 m² situé entre l'échangeur de Godomé et la route Godomé-Calavi. En effet, le domaine public ne peut faire l'objet de bail amphithéotique dont la caractéristique fondamentale est de conférer au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque. Or, l'hypothèque constitue une garantie pour les créanciers du preneur. Ainsi, l'immeuble en cause peut être sujet à une saisie. En outre, l'autorisation d'occupation délivrée à la société l'a été sans l'accomplissement de la formalité substantielle de l'enquête de commodo et incommodo prescrite par l'article 283 alinéa 1er du Code foncier et domanial. Ensuite encore, la révocation de M. Casimir Soussou des fonctions de maire de la commune d'Aplaroué. À la suite de la dénonciation par 12 conseillers de la commune d'Aplaroué de faits de mauvaise gestion
et de malversation financière par le maire, l'inspection générale des finances y a été dépêchée. Son rapport confirme les faits dénoncés. L'opération du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP livre ses résultats. Ceci dans un rapport transmis à la Commission nationale de supervision ce mercredi par le comité technique de pilotage. À en croire ce rapport, l'opération est un franc succès sur un objectif de 10 8 749 personnes. 10 354 466 personnes ont été enrôlées. Un taux de recensement qui avoisine 103,45%. Donc toutefois, en note 20 402 enregistrements invalides, 2254 enregistrements en supervision et 2 277 795 personnes sans acte de naissance enrôlées sur témoignage des élus locaux. Plus de détails dans cet extrait. Au niveau national, nous avons un taux d'enregistrement de 10 354 446 personnes sur une cible de départ de 10 8 749. Cette cible est basée sur les données du recensement général de la population 4 fournies par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Ce qui fait un taux national de 103,45%, ce qui révèle une excellente performance. Les années à venir, le peuple béninois se rendra certainement compte de l'œuvre du RAVIP. Dans toutes ses utilités et ses aptitudes, pour le moment, il convient de retenir qu'avec une base de données biométrique, point de départ de la mise en place d'un registre national de population, le gouvernement du président de la République, Patrice Talon, met dans le patrimoine de notre cher pays une mine d'informations dont les diverses applications conduiront le pays sur le sentier du développement. Ce qui reste à faire et qui nous plaît de porter à votre attention, Monsieur le Président de la Commission, c'est l'élaboration et l'opérationnalisation du registre national de population, la réalisation des registres communaux. Mais avant cela, il est urgent de trouver une réponse à la situation de 2 277 795 000 personnes qui n'ont pas date de naissance et qui se sont fait enrôler sur la base de témoignages fiables. Le ministre des Infrastructures, des Transports, Circotti, a lancé officiellement ce mardi les activités du plan annuel 2018 de son ministère qui permettront la revue du programme déjà exécuté, de faire la synthèse des avancées, des difficultés rencontrées, de s'inscrire dans la perspective de leur aplanissement afin d'atteindre les objectifs visés. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Circotti au micro de Aristide Setin et de Fréjus Fiossi. Oui, déjà, nous sommes à mi-mai. Ça passe vite le temps. Et le temps qui nous est compté et qui nous attend point recommande que nous redoublions donc de vigilance et que les engagements que les uns et les autres ont pris soient formellement donc tenus afin que les résultats escomptés soient véritablement atteints. Qu'il vous souvienne, le jour du lancement officiel de l'exercice budgétaire, je disais en ces mots, si vous ne mesurez pas les résultats, vous serez incapable de distinguer les succès des échecs. Eh bien, nous y sommes. Et puisque nous y sommes, la revue de l'exercice, l'exécution du plan de travail annuel du ministère en charge des infrastructures et du transport au titre du premier trimestre 2018 qui nous rassemble pour 2 jours est une occasion pour nous tous de partager les informations relatives à l'exécution du budget de notre département et ce, en vue de mesurer les succès et les échecs qui ont pu être enregistrés au cours du trimestre sous revue.
En prélude au démarrage des travaux de construction de la digue d'Avlekété dans le cadre de la protection civile, le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable a effectué ce mardi 15 mai une descente au port autonome de Cotonou pour visiter le navire d'enrochement, le JMB Artemis, qui a accosté le jeudi 10 mai 2018. Cano François Rombédérento et Romaric Dévoché pour le reportage. Si les travaux du projet de protection de la côte à l'est du chenal de Cotonou démarrés en juillet 2017 s'exécutent suivant les prévisions, c'est le tour du segment recréo-touristique du centre d'abrité, le second projet prioritaire du PAG dans le domaine de la protection côtière. Il s'agit du projet de protection et de valorisation du segment de côte à Avlekété et Djegbadji dans la commune de Ouida. Pour s'assurer alors de la mise en œuvre du dit projet, le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a effectué une visite sur le site qui abrite l'exécution du projet. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi régulier par le ministre des différents chantiers contenus dans le portefeuille de son département ministériel. Une fois sur le site, l'autorité ministérielle AU3 a non seulement une explication approfondie sur le niveau actuel d'exécution des travaux et de ce qui reste à faire, mais aussi à une visite guidée du navire d'enrochement, le GMB Artemis, qui a accosté ce jeudi 10 mai 2018 à 5 heures du matin, transportant environ 35 000 tonnes de pierres de calibre 1 à 3 tonnes. José Didier Tonato est revenu à la fin de la visite sur les raisons fondamentales de cette dernière. Ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est que nous avons reçu le navire GMB Artemis qui a ramené 33 000 tonnes de blocs de granit qu'on appelle carapace entre 1 et 3 tonnes qui vont servir à la construction de la digue immergée d'Avlekété. Le site d'Avlekété, c'est un peu avant Ouida, en partant d'ici, où nous avons identifié également un périmètre attaqué par l'érosion côtière, mais dans le cadre du développement du programme touristique, il a été décidé de mettre sur Avlekété une plage balnéaire d'une longueur de 4 km qui va permettre le développement d'infrastructures hôtelières et d'activités de développement touristique. Et pour construire cette digue-là de 4 km immergée sur la plage d'Avlekété, nous avons contracté avec l'entreprise Yann Denoul pour mettre en place cette digue qui va consommer 1 200 000 tonnes de blocs de granit. Très anxieux par la réalisation de certains projets prioritaires de protection côtière dans les différents segments significatifs du littoral béninois, le ministre a profité de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des entreprises. Appel aux opérateurs privés de tous les secteurs, en particulier mes amis de l'ANECA qui sont sur le secteur de l'entreprise, à se préparer. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu leur président pour leur dire préparez-vous. Préparez-vous parce que nous aurons besoin, même la main-d'œuvre sous-traitant, vous ne serez pas suffisamment nombreux pour faire face à la demande qui vient. Ouverture de carrière, je le dis, entreprise, main-d'œuvre, intervention, le besoin sera grand à partir de mi-2018 jusqu'à la fin du mandat. Rappelons que les travaux ont été confiés à l'entreprise Yann Denoul pour une durée de 36 mois. La mobilisation générale du chantier et les travaux préparatoires et l'installation ont démarré depuis fin février 2018 et se poursuivent. Notons également que l'approvisionnement en enrochement, principal intrant dans la structure des ouvrages, a également démarré et évolue au rythme prévisionnel. La communauté internationale a célébré ce 16 mai la journée du vivre ensemble en paix. Une journée instaurée pour mobiliser les efforts de l'ONU en faveur de la paix, la tolérance et autres facteurs qui renforcent les rapports humains. Quelles sont les difficultés liées au vivre ensemble dans les entreprises? Une équipe de la rédaction de Eden Télévision s'est intéressée à la question. Suivez le reportage. L'Organisation des Nations Unies, dans sa démarche de préserver la paix dans le monde, a instauré la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Une journée au cours de laquelle chacun est invité à exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble. Le vivre ensemble, c'est ce lien-là, c'est cet état, c'est cet achèvement
de l'interaction sociale nécessaire à tout individu. Nous sommes d'accord que l'individu isolé ne saurait jamais exister. Ça ne peut exister que dans la tête de quelques illuminés. Il n'y a pas un individu unique au monde isolé de tout, puisque pour vivre, il faut la société, il faut vivre à l'intérieur de la société. C'est parce qu'il y a le jour qu'on apprécie la nuit. C'est parce qu'il y a le long qu'on apprécie le court. Donc s'il n'y a pas autrui, je ne saurais moi-même. Ce concept est de plus en plus difficile à mettre en pratique dans les rapports humains, notamment sur les lieux de travail. Cette situation est due, selon le professeur Dodi Amouzuvi, sociologue, à des problèmes d'ordre psychologique et social. La course au gain, la course à c'est moi qui suis. C'est moi qui existe et l'autre pas. La course à je dois tout faire pour être bien avec le chef. La course aux petites médisances. La course aux mensonges. La course aux jalousies. La course à tout ce qui est contre valeurs font que le vivre ensemble se fragilise. Je dois me poser la question, mais quel est le problème qui est entre moi et moi? Ça, c'est le premier niveau. Si je ne m'accepte pas, je ne peux pas accepter autrui. C'est le premier niveau. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer autrui. Première motivation, donc, il faut aller savoir quel type d'homme nous avons aujourd'hui. Dans quelle société nous vivons? Quel est le contexte social que le monde nous offre aujourd'hui. Le deuxième problème, c'est quand même tout ce que chacun développe comme ego personnel, comme égoïsme, comme égocentrisme, je vais dire. Si chacun de nous voit midi à sa porte, si chacun de nous dit c'est moi et personne d'autre, si chacun de nous court seul vers le bonheur, il est évident qu'à la fin, personne n'y arrivera. Et pour surmonter cette barrière qui fragilise les rapports humains de la société et au sein des entreprises, il faut repenser l'éducation. C'est grâce à l'éducation que je me découvre moi-même. C'est grâce à l'éducation que je comprends que autrui est important à moi et que sans autrui, je ne suis rien. C'est grâce à l'éducation que la haine, la jalousie, la médisance, le mensonge, tout ce que nous venons de citer et qui sont de mauvais thés et qui sont de mauvais sentiments, de mauvaises valeurs, c'est grâce à l'éducation que nous essayons de les extirper, que nous essayons de les dompter, que nous essayons de les canaliser afin qu'elles ne viennent pas fragiliser le vivre ensemble. Donc, l'éducation est à la base. Non seulement elle est à la base, mais elle est aussi transversale. Parce que c'est grâce à elle que nous charrions, que nous transmettons les valeurs de génération en génération. Pensons à nous d'accord, mais pensons aux autres d'abord. Le vivre ensemble est à ce prix. En interactualité, les Burundais ont commencé à voter aujourd'hui par référendum depuis 6 heures heure locale sur une réforme de la Constitution qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester en place jusqu'en 2034, confortant ainsi un pouvoir de plus en plus autocratique dénoncé par des organisations non gouvernementales et membres de la société civile exilée. 4,8 millions d'électeurs sont attendus dans 11 076 bureaux de vote avec des opposants impuissants en exil pour la plupart sous la coupe d'un régime brutal pour les autres. Il ne fait guère de doute que le test qui permettrait à M. Nkurunziza, 54 ans et au pouvoir depuis 2005, de briguer 2 mandats de 7 ans à partir de 2020 sera adopté. Eh bien, c'est ici que prend fin cette édition. Merci pour votre fidélité. À bientôt.